Travail du matin vaut de l'or et c'est un véritable trésor d'être en votre compagnie encore ce matin pour vous apporter tous les éléments nécessaires pour débuter une journée de bonheur et toujours posé à mes côtés tranquillement avec sa belle cravate rouge ce matin. Marco, bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous pour ce troisième rendez-vous des matinales pour cette semaine. Bienvenue sur la planète du matin au pays des merveilles avec Alix, donc toujours en notre compagnie pour égrener tout ce qui va se passer aujourd'hui. Dans un instant, normalement, nous devrions avoir le premier flash de cette émission. Et puis, nous aurons beaucoup de choses à parcourir, à vivre tout au long de cette émission, n'est-ce pas? Bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons en majorité des invités femmes avec qui nous allons parler en thématique de la famille. On parlera des nounous, ces aides à la maison qui nous accompagnent pour l'éducation, l'encadrement de nos enfants. Alors, comment elles s'organisent, comment le secteur est organisé pour elles, comment c'est régi, on va le savoir avec le docteur Tanon Laura. Et puis aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée mondiale de l'épargne. Et oui, l'épargne, ça relève parfois du mythe. Pour certaines personnes, tellement c'est difficile déjà de boucler les fins du mois dans nos pays en voie de développement ou en voie d'émergence, hein, c'est selon. Mais on va parler en long et en large de l'épargne avec un invité, Yao Félix, coordonnateur du programme d'éducation financière, qui nous parlera bien sûr de l'épargne, de tout ce que ce thème-là recouvre et puis comment épargner. C'est pas facile d'épargner. Ah non, c'est pas facile, mais je pense qu'avec notre consultant, on aura les outils nécessaires pour pouvoir mobiliser à des fonds et les épargner. Quand on commence à travailler, tout de suite, on se dit non, on va garder ça, on va garder ci, on va garder ça. Mais à la longue, on pioche là-dedans tout doucement. Je pense que l'épargne, c'est un état d'esprit quand même. C'est un état d'esprit. Et ça, c'est très bien de... je pense que c'est dans les cours, dans les programmes scolaires, c'est très bien d'inculquer cela très tôt dans l'enfance. Ça fait du bien. Oui, vous l'avez dit. Ça fait du bien. On aura aussi le point route. Hein. Bien sûr, on aura le point route pendant que Hamza Diaby s'installe naturellement sur le plateau. Et juste dans à peine moins d'une minute, on passera au flash. Et le point route nous mènera aujourd'hui, je crois, vers l'échangeur de Marcory et puis au boulevard Lagunaire. Même pour l'heure, on passera. Et puis, on n'oublie pas aussi le coach Lola qui viendra nous parler de l'intelligence émotionnelle avec son charisme, avec sa candeur, sa prestance. Ce sera beaucoup de plaisir pour nous et pour vous également. Nous l'espérons. Lui également, il a du charisme et il est régulièrement avec vous aux alentours de 13h sur RTI 1. Il est avec nous. Nous avons la chance de l'avoir et on l'appelle ici le marathon man de l'info. Hamza Diaby, l'infatigable, qui est là pour 3 sessions d'intervention dans cette émission. Attention, journal prêt, c'est parti. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6 heures. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en Allemagne. Il a pris part hier, mardi 30 octobre, à Berlin, à la conférence économique G20 Afrique sur la promotion des investissements privés sur le continent. Il s'agit, un an après le lancement de l'initiative, de faire le point sur la mise en œuvre du programme Compact with Africa. Le reportage de Awa Touré, qui est sur place, le reportage donc vous sera proposé dans nos journaux de la journée. Le secrétaire exécutif chargé de l'information et de la propagande du PDCI-RDA était face à la presse hier mardi à la maison du parti, ici même à Cocody. Jean-Louis Billon s'est prononcé sur les résultats des récentes élections, la nécessité de la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante, la résolution du 6e congrès du parti et les perspectives du dit parti pour 2020. Publication injurieuse et xénophobe sur la toile, le PDCI-RDA s'indigne. Je n'ai pas cité de site officiel qui accuse un propos xénophobe. Je vous recommande les sites officiels du PDCI-RDA qui sont www.pdci.ci et PDCI 24. Autre sujet abordé, le résultat des récentes élections.
On peut se demander légitimement ce qu'aurait été notre véritable score si nous nous étions engagés sur plus de fronts. Certainement que nos suffrages auraient été bien meilleurs. Le PDCI a obtenu 6 postes de conseils régionaux et 50 mairies, des chiffres qui devraient évoluer selon Jean-Louis Billon suite au recours engagé. Nous ne doutons pas que ces victoires obtenues dans les urnes nous reviennent de droit et donc que les institutions judiciaires nationales sauront donner force à la loi et au droit à nos différents recours. S'agissant de la commission électorale indépendante, le parti insiste sur la nécessité d'une réforme en profondeur, une CEI avec une forte présence de la société civile. La CEI telle que nous la connaissons est née en période de crise avec des représentants issus de la crise ivoirienne. Si on estime que cette crise est passée, il faut repenser complètement la CEI. Pareil pour le découpage électoral et l'identification des populations. Jean-Louis Billon est également revenu sur les décisions du 6e congrès qui dénonce l'accord politique portant création du parti unifié. Le PDCI continue de travailler à la mise en place d'une plateforme des forces vives de la nation. Le RHDP, voyez-vous, nous ne le mentionnons plus. Pour nous, la page est tournée. Pour finir, Jean-Louis Billon a indiqué que le conseil de discipline du parti statuerait sur les élus passant sous la bannière RHDP. Parlons santé pour refermer ce 6 heures. Un dépistage, un diagnostic précoce et une prise en charge efficace des maladies oculaires. Voilà ce à quoi les ophtalmologues sensibilisent les populations réunies au 13e congrès ordinaire de la Société ivoirienne d'ophtalmologie. Ils envisagent jouer leur rôle pour l'amélioration de la santé publique et l'efficacité du système de la santé. Pour cela, la question des équipements et infrastructures en ophtalmologie était à l'ordre du jour. Débuté donc le 25 octobre dernier avec pour thème les nouvelles explorations en ophtalmologie dans le glaucome et les pathologies cornéennes et vasculaires. Ces assises ont pris fin le 27 octobre dernier. Le reportage de Salima Toudia à 13 h tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 6 h 30. Merci beaucoup, Hamza. Merci, Hamza. Le prix pour 6h30. Pendant ce temps, Alix, il est 6h03 partout en Côte d'Ivoire, à Cocody. Depuis le studio Marie-Thérèse Peuchot, d'où nous vous distillons donc cette bonne humeur, cette entente qui a débuté depuis 2 semaines. On est dans la 2e semaine maintenant. Oui, c'est ça, la 2e semaine de la 3e oui. saison. Ça va? Vous vous sentez bien dans l'équipe? Ça va? Ah oui, je me sens très bien. Ok, ça va très bien. Je suis choyée. Choyée, oui. Je suis la princesse, comme vous l'avez dit. Oui, voilà, la princesse, parce que vous êtes notre Alix. Christelle Akoussa, une autre princesse également qui réalise cette émission avec toutes les personnes qui l'accompagnent, tous ces soldats du matin, entre guillemets, qui vous permettent d'avoir de belles images, des cadreurs, tous ceux qui sont au centre émetteur, tous ceux qui travaillent, ces mains qu'on ne voit jamais, mais qui abattent un travail colossal. Ah, parlons de mains, parlons de travail, parlons de colossal, ça tombe bien, le fitness, c'est parti. Bonjour tout le monde, ça vous dirait d'avoir des abdos en béton? On va commencer aujourd'hui avec une série d'exercices spéciaux abdos pour vous donner un ventre plat, un ventre très dur et avec des exercices pas trop compliqués à faire. Donc suivez-moi, on commence en 10 secondes, toujours 30 secondes d'entraînement et 5 secondes de pause. Suivez-moi, on commence. On va se mettre à 4 pattes, simplement mettre les mains au sol, arrondir le dos, tendre les jambes et rester en gainage. Vous devez sentir le ventre à un moment. On arrondit le dos au maximum, on descend les fesses, on reste en gainage. N'oubliez pas qu'entre chaque exercice, on a 5 secondes, donc vous devez me suivre, partir avec moi. Ça va bien se passer, allez, courage. Si vous ne sentez pas le ventre monter un tout petit peu le bassin, mais gardez le dos rond. Dans 5 secondes, on va changer d'exercice, on va partir sur le dos. Je me couche sur le dos, jambes tendues vers le haut. Je vais essayer de toucher la pointe de mon pied et redescendre. Je vide l'air à la montée. Je ramène toujours les mains au sol et je remonte. Allez chercher vos orteils. Allez chercher les abdos. Allez, courage. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous pouvez les fléchir comme ça. C'est la même chose, c'est pareil.
Allez, on repart en gainage, cette fois-ci avec les coudes au sol. Donc je pose mes coudes, je tends les jambes et j'arrondis le dos. Allez, courage. Vous ne devez pas avoir le dos cambré. Ça, c'est pas du gainage. Arrondissez le dos au maximum. Descendez les fesses. Vous devez avoir un dos de chat, un dos bien rond pour engager pleinement les abdos. Allez, courage. Dans quelques secondes, on va changer d'exercice, repartir sur le dos. Parfait. Je croise mes bras cette fois-ci, mais couché sur le dos. On va reprendre le même exercice, bras croisés, je monte. Je vide l'air. J'essaie d'envoyer mes coudes au niveau de mes jambes, de mes quadriceps. Je vide l'air et je remonte. Si vous avez mal au dos, si vous n'arrivez pas à avoir les jambes tendues, vous pouvez les fléchir comme ça. Ça revient au même exercice. C'est la même chose et les mêmes résultats. Allez, courage. On va s'asseoir cette fois-ci. Juste arrondir le dos. Mettre les mains ici ou tendre les bras. Descendre légèrement le haut du corps. Vous allez sentir vos abdos et gainer. Bloquer. Jambes fléchies. On travaille le ventre. On ne bouge pas. 30 secondes comme ça. Plus vous descendez, plus c'est difficile. D'accord? Allez, courage. Il ne viendra pas tout seul le ventre. Il faut s'entraîner pour. Ensemble. Parfait. On repart. On va se mettre à 4 pattes. Tendre le bras gauche et la jambe droite. Et bloquer. Ça a l'air simple, mais cet exercice est assez difficile, surtout pour les débutants. Donc concentrez-vous, veillez à garder le corps bien droit, ne pas bouger. On change de côté, le bras droit maintenant et la jambe gauche. Bras bien tendu, n'oubliez pas. Le corps bien droit, on pointe le pied, on tend le bras, comme si vous allez chercher quelque chose. Abdos bien gainés, vous allez sentir le dos, les fessiers. Exercice très efficace pour la partie postérieure, les lombaires, les fessiers, le dos. Parce que n'oubliez pas que les abdos sont liés au dos. Toute cette partie-là nous permet de rester droit. Allez. Courage. Parfait. Bravo. On se retrouve encore pour une prochaine séance. Restez sur la RTI, c'est très important pour votre santé. Restez pour vous entraîner. Coucou à Alix, coucou à Marco et à très bientôt. Peace. Merci coach, il vous donne des conseils avisés, restez toujours sur la RTI, c'est très important. Et là, il nous donnait des indications pour travailler les abdominaux. Il vous a salué aussi. Il vous a salué, vous étiez très contente ici. Il a dit coucou Alix et coucou Marco et puis coucou à tous les téléspectateurs. Il a dit Alix, c'était comme si un courant vous avait secoué. Franchement. Ça, c'est des secrets coach, de fabrication que vous délivrez, c'est pas gentil. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, en fait, c'est des secrets de jalousie que j'ai. Parce que je veux que le pays des merveilles soit dirigé par Alix et moi seul. Une dictature émotionnelle. La dictature. Justement, intelligence émotionnelle, ce sera notre thème avec le coach Lola. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, Alix, où est-ce que nous partons maintenant dans notre cavalcade? Notre cavalcade, comme vous le dites, va nous mener vers un mets qui est très prisé. Symbole de fierté nationale pour certains et aussi affection inconditionnelle pour d'autres. On parlera du pain, bien évidemment. Il y en a qui disent le pain, il y en a qui disent le pain. Selon à Marseille, par exemple, on dit le pain. Mais le pain. Et les Baoulés disent quoi? On dit pain où? Le pain, oui, c'est ce que Nessie nous a dit la dernière fois. Allez, le pain, c'est dans le volet diète. Vous êtes un matin bonheur. On essaie de parler de tout pour vous faire plaisir afin de bien vous réveiller. Allez-y, on y va. Aujourd'hui, nous allons revisiter le pain pour mieux l'apprécier grâce aux conseils avisés de notre nutritionniste, Dr Kwasi Jules. Le pain fait partie de l'alimentation de l'homme depuis des siècles. En quoi est-il bon pour la santé? En fonction des problèmes de poids, de diabète ou de cholestérol, quel type de pain faut-il choisir chez son boulanger? Faisons le point diététique. Top, c'est parti. La baguette classique que nous achetons tous les jours, elle est déconseillée aux diabétiques et aux personnes en surpoids. C'est le pain le plus pauvre en lipides glycémiques.
Le pain au sang, excellent pour le transit mais parfois irritant. Composé de farine de blé additionnée de son, composé d'enveloppes de blé, ces fibres sont très efficaces sur la constipation mais parfois trop agressives chez certains. Elles peuvent favoriser le ballonnement. Le pain traditionnel, le meilleur équilibre pour tous. C'est un mélange de farine de blé, d'eau, sel, levure ou de levain et parfois avec un peu de farine de fèves, soja, malt de blé et de gluten. Le pain complet, le plus riche en fibres. C'est le meilleur parce qu'il est préparé avec de la farine complète issue du grain de blé entier, riche en fibres et idéal pour la satiété et le transit. Avec quoi associer la consommation de pain? Le pain peut se consommer sous plusieurs formes avec différents mets. Du beurre, des produits laitiers, de la charcuterie et autres. La quantité recommandée? L'équivalent de 1 tiers de baguette matin, midi et soir, soit un pain entier par jour. Voilà, choisissez le pain qui vous sied chez le boulanger. Miam, miam. Ben, miam miam, vous le préférez comment, le pain? Moi, franchement, pain tradit. À Baguette pain tradit, franchement. Accompagné de quoi généralement? Accompagné généralement je ne vais pas dire le nom, d'un bon fromage, pas trop fort, ou bien voilà, quoi, avec une salade tranquille. Le pain tradit, j'aime bien le pain tradit, franchement. Ok, on vous l'a fait juste après. Je l'assimile mieux. Et vous? Moi, c'est le pain complet. Godio? Ah, complet. Non. Vous m'avez dit pain godio tout à l'heure. Non, pas du tout, pain complet. C'est ce que j'ai dit. Alors, justement, on va parler, on va compléter tout ce qu'on est en train de dire et puis nous emmener sur les voies d'Abidjan. Oui, vous êtes... ouais, on va aller sur les voies, mais pour aller sur les voies, il faut avoir des forces, hein. Bien sûr. Faut bien manger, hein. Ah oui. On a vu le pain, tout ça, mais maintenant, pas de jingle petit-déj, mais on va directement avec le petit-déj maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme petit-déj ce matin? Est-ce qu'on a des photos? Oula. Ouh là là, ça c'est un repas complet, un petit déjeuner royal. complet. On a des céréales. Des céréales, on a du jus. On a un chocolat chaud, regardez là, à l'extrémité là. On a des fruits frais. On a du kiwi, on a des fraises. Des cerises. Ça, c'est pas de cerises? C'est le petit déjeuner à offrir à sa fiancée. Un croissant. Au lendemain de lune de miel. Apportez au lit, s'il vous plaît. Apportez au lit, s'il vous plaît. Vraiment, je vois toutes les dames respecter dans tous ce les studio. codes. Toutes les dames dans ce studio, même en régie, qui sont en train de sourire. Quelle dame n'aimerait pas qu'on lui apporte ça le matin? Ah non, je n'en connais pas, aucune. Mais nous aussi, les hommes, on aimerait qu'on nous apporte ça le matin, de temps en temps. N'est-ce pas, garba messieurs, au matin. qu'on ne voit pas? Un garba le matin? Oui, un garba Vous le avez matin, vu oui. les femmes? Quand il s'agit de nous, garba. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? On Encore a de la viennoiserie. de la viennoiserie, encore en Avec mode... un beau Ouh là là café. là 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 là. Ah, c'est bon. Ça sort du four. Hein. L'emballage, ça n'a rien à voir avec certains... Enfin, bref, voilà. En tout cas, pour tous ceux qui seraient à table en train de préparer le petit déjeuner, bon appétit à toute la famille. Alors, est-ce qu'on a un troisième pour vous faire avoir l'eau encore à la Saliver. bouche? Oh là là. Maintenant, pour ceux qui n'avaient rien prévu, ben, vous avez des idées hein, pour ce matin. Là, jus d'orange, tout ça. Un jus Ça, d'orange aujourd'hui, frais on est pressé, Pressé. Oui. Pressé le jour même. Hein. avec une Pressé noix le jour, de miel. Avec beaucoup d'amour. Pressé avec beaucoup d'amour. On a une tout petite ça. salade derrière Oui. et également des fruits frais. Un œuf à la coque. Ah, oui. Et là, on revient pour la dernière photo, peut-être. Là, on a un Plus méli-mélo de confiture. De confiture, oui. Avec... Également un jus d'orange ou d'ananas. Avec du pain, on ne sait pas si c'est du pain complet. Une pain tarte. tradit. Tarte à la pomme, je présume. Oui, c'est ça. Je vois un peu. On va voir les extrémités, Le jus on a des d'orange. pommes. Ah, en tout cas, aujourd'hui, on est résolument dans tout ce qui est petit déjeuner à l'occidental. Et complet Et surtout. complet. Mangez bien le matin, c'est très important, mesdames et messieurs, parce que c'est le repas, on dit, hein, le plus important. Mangez bien parce que ça vous donnera des forces. Des forces, par exemple, pour prendre la route, n'est-ce pas? Et au volant de vos différents véhicules, vous pourrez arpenter cette voie, notamment l'échangeur, la première image. Si elle arrive, voilà. Bonjour, échangeur. Comment ça va, Pratiquement échangeur? vide, hein, l'échangeur.
Pas d'échange en ce moment. Non, hein. du tout, du tout. Matin calme sur Abidjan, mesdames et messieurs, en ces derniers jours du mois d'octobre. Et c'est même le dernier jour. Et on salue les propriétaires de cette cour-là, parce que chaque matin, on voit leur maison à la télé. Et donc, puis l'immeuble aussi à côté. L'immeuble à côté. Vraiment, on vous salue. Les immeubles, si vous nous habitations. regardez, vraiment, sortez un jour pour nous saluer en groupe, ça va nous faire plaisir. Quoi. On fera un flash mob, On pourquoi fera un pas. flash mob, pourquoi pas. Et puis, on a le boulevard lagunaire qui déploie donc sa beauté, la beauté de la ville d'Abidjan, avec le balai de véhicules sur l'asphalte. Ça commence tout doucement. La lagune est plutôt propre aujourd'hui. Plutôt propre. Il n'y a pas de salade d'eau douce. Mais elles ont migré ailleurs, sûrement. Oui. La circulation aussi fluide. Hein. Donc, restez bien devant vos postes téléviseurs pour suivre Matin Bonheur. Et nous, on va poursuivre avec, bien sûr, la revue de presse, toujours dite par la belle voix de Ange-Patrick Éoulier. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à tous. Ouvrons notre revue de presse par l'actualité politique en Côte d'Ivoire, marquée par la conférence de presse de Jean-Louis Billon. Le PDCI RDA ne retournera plus à la table des négociations avec le RHDP Abidjan.net qui reprend ainsi des propos de l'ex-ministre du Commerce. Selon APA News, l'occasion a été pour le secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande du Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'appeler à une nouvelle commission électorale indépendante, autonome et dissociée de l'emprise des partis politiques. Le journal Notre Voix, proche de l'opposition, qui revient par ailleurs sur cette conférence, titre en une « Taux de chômage en Côte d'Ivoire, de faux chiffres pour cacher la vérité ». Le journal L'Inter consacre, lui, sa une de ce mercredi au prochain remaniement ministériel qui se précise. Et puis l'affaire Ezalé a été également évoquée par ce quotidien ivoirien. Refermons notre revue de presse avec 20 minutes qui nous apprend que Jérémy, un jeune Français de 35 ans, a inventé une valise qui peut se transformer en une capsule de sommeil. Elle est en forme de cercueil et protège du froid, de la pluie et de la neige. Il est actuellement à la recherche d'un financement pour mettre au point le prototype. Alors, Alix, Marcelin, je n'ai pas hésité à lui communiquer vos différents contacts pour un éventuel appui financier. C'est la fin de notre revue de presse. Merci de n'avoir suivi. Merci et à demain. pour votre sollicitude, Ange-Patrick Éoulier, mais on pourrait s'en passer de cette nouvelle trouvaille. Merci beaucoup et à demain. À demain. Journée mondiale de l'épargne aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voilà, c'est un moment pour faire le point. C'est quoi l'épargne? Et nous avons la chance d'avoir un spécialiste sur ce plateau. Yao Félix, il est coordonnateur du programme éducation financière. Bien souvent, on le voit donc arpenter les couloirs des séminaires, des conférences de presse où on parle de tout ce qui est finance, entrepreneuriat, conseil aux jeunes. Et on a la chance de l'avoir dans l'équipe de Matin Bonheur. Bonjour, monsieur Yao. Bonjour, monsieur Yao. Bonjour la team. Merci. Ça va bien? Bien, merci, oui. Alors, c'est la journée de l'épargne? Oui, c'est la journée mondiale de l'épargne. Vous épargnez, vous? Ah ben si. Vous avez commencé à épargner quand? À quel jour? Quelle classe? Depuis quand même la 6e, on savait mettre de côté la pièce de 10 francs, de 25 francs. Dans le petit bocal en bois avec le tout à fait. Bah, c'est très important. Il faut toujours continuer avec cet ustensile, si on peut le dire comme ça. On va dire oui pour les plus petits. Mais aujourd'hui, à l'ère du digital, il y a beaucoup d'autres possibilités qu'on pourra égrener tout à l'heure. D'accord. Alors, tout de suite, qu'est-ce que c'est l'épargne? Alors, l'épargne, c'est la partie de votre revenu. Oh là là. Oui, déjà, on voilà, sent que... ben oui, ils sont très en alerte Vous pour... pouvez envoyer toutes les questions donc, via nos démembrements Facebook, Instagram, Twitter. Passez plutôt par Matin Bonheur, n'appelez pas le consultant, il va nous exposer un peu sur le sujet. D'accord. Allez, monsieur Yao Félix, très très professionnel. Alors je crois que... voilà. Déjà, il y a des gens qui veulent poser des questions avant que monsieur Yao Félix ait commencé à parler. Ça, c'est un Matin Bonheur parce qu'ils nous suivent. Merci, vous qui avez appelé, rassurez-vous, il est avec nous. Alors, l'épargne, c'est quoi même, pour parler comme les Ivoiriens? C'est quoi l'épargne? On va parler comme les Ivoiriens. L'épargne, c'est la partie de votre revenu qui n'est pas immédiatement détruite par les dépenses. En d'autres termes, d'aucuns diraient que l'épargne, c'est ce qu'on met de côté. Quand on a bouclé, on va dire, les dépenses. Ce qu'on met de côté quand on a bouclé avec les dépenses. Mais je pense que si vous définissez l'épargne comme ça, vous n'allez jamais épargner. Ah oui. Alors, quelle est la bonne définition? Alors, moi, la définition que je donne, elle est toute simple. Que l'épargne, c'est la première des dépenses.
si vous faites de l'épargne votre première dépense, au même titre que votre loyer, il est sûr que vous mettrez quelque chose de côté. Mais si vous dites que c'est ce que je vais mettre de côté quand j'ai fini de faire face aux différentes dépenses, alors là, ce n'est pas évident. En d'autres termes, lorsqu'on a, on a quelque chose, lorsqu'on a une entrée, merci Alix, la première chose qu'on fait, c'est de penser à son épargne tout de suite. Tout de suite. Pas en dernière position, mais tout de suite. Non, tout de suite. Ça dit, dans votre planification budgétaire, il faudra écrire en première ligne épargne et y mettre 20%. Ah, j'allais demander, est-ce qu'il y a un taux auquel il faut consentir pour pouvoir moi, épargner? Je conseille généralement aux personnes dans l'élaboration de leur budget de penser à un système de 50-30-20. 50-30-20. 50-30-20. 50% pour faire face aux charges fixes, 30% pour tout ce qui est wanted, les envies, les plaisirs, oui, parce les hobbies. Voilà. Et puis 20%, wanted, voilà, bien le terme. 20% pour l'épargne. D'accord. Voilà. Et les 20%. C'est déjà ça, 20%. Déjà ça. On entendrait 10%, mais 20%. Non, allez à 20%. 20%. Vous savez que c'est la seule partie du revenu qui vous revient. Oui, finalement. Sinon, tout le reste, ça sort. Voilà. Ça va dans les dépenses. Ben oui. Or, l'ouvrier mérite son salaire. Oui. Ça, c'est la définition de l'épargne, de façon triviale, mais aussi de façon pragmatique. Alors, le montant, est-ce que ça influe sur la volonté de l'épargne ou de l'épargnant? Non, mais je veux dire que, vous savez, les petits montants cumulés dans le temps finissent par devenir une fortune. Donc, pour nous... Est-ce que quelqu'un qui n'a rien, entre guillemets, je dis rien comme ça, est-ce que quelqu'un qui n'a pas un grand revenu peut épargner? Comment il fait? Qui Alors, qui peut épargne? épargner? Voilà. Tout le monde doit pouvoir épargner. Qu'on soit petit, qu'on soit jeune, qu'on soit donc travailleur ou non, on doit pouvoir épargner. Et vous voyez que quand on parle d'épargne, qui signifie également économie, on fait tout de suite allusion forcément à l'argent. Non, on peut économiser d'autres ressources, autres que les ressources financières. Ne serait-ce que même gérer au mieux, comme on quoi, va dire, par exemple l'eau. Parce que si vous gaspillez de l'eau, vous perdez de l'argent. Si vous économisez l'eau, vous faites de l'épargne. L'électricité. Si vous ouvrez le réfrigérateur n'importe comment, mettez le climatiseur... Et laissez les ampoules allumées dans des pièces où vous ne vous trouvez pas. Ouvrez le robinet qui coule pendant que vous êtes en train de vous brosser. Mais c'est de l'argent que vous perdez. Et donc, vous voyez que quand on parle d'épargne, on parle d'économie, il ne faut pas voir tout de suite uniquement les questions financières, donc l'argent. Mais pour revenir, je veux dire, à votre pensée, c'est-à-dire pour parler argent, je dis que tout le monde doit épargner. On ne va pas rester dans les pourcentages, dans les débats de pourcentage. Certains disent 10%, d'autres vont à 15%, 20%. Mais le plus important, c'est d'abord de faire l'acquisition de la culture. Ensuite, de passer à la pratique. Parce qu'une chose est de dire, c'est bon d'épargner, je veux épargner, mais une autre est de passer effectivement à la pratique de l'épargne. Voilà, c'est-à-dire pouvoir faire le geste de façon régulière. Et à un moment donné, ça va rentrer dans vos habitudes. Parce que n'oubliez pas que nous naissons avec une culture de dépenses et non pas avec une culture de l'épargne. La preuve, si vous prenez un enfant tout de suite ici, que vous lui donnez une pièce, vous allez voir sa réaction. Son premier réflexe, c'est de courir vers la boutique. Aller chercher un bonbon. Oui. Voilà. Alors, comment s'inculquer la culture de l'épargne? Alors, d'abord, il y a une discipline nécessaire à cultiver. Oh là là, quand même. Une discipline aussi au niveau du téléphone. Attends, mais pourtant je l'ai coupé. Hein? Oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave. On poursuit. Allez, alors donc, juste pour dire que... direct, ça fait partie des... on va demander pardon. C'est naturel. Voilà, on va demander pardon. Et bien, ça montre effectivement que Martin Bonnet est assez suivi. Voilà, et ça nous réjouit. Bon indicateur. Alors, cela dit, je reviens au sujet pour dire que, effectivement, tout le monde doit épargner. Et qu'il faut d'abord s'imposer une discipline. D'accord. Il faut se fixer des objectifs. Parce qu'il est difficile d'épargner sans objectif. OK? Il faut toujours avoir un but au bout de l'épargne. Un but au bout de l'épargne. Construire une maison, acheter une voiture. Okay. Planifier, en tout cas. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez l'objectif, alors vous allez rechercher donc la démarche pour y arriver. Mais si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de rêve, il va sans dire que vous allez reporter à demain
cette volonté d'épargner. Est-ce qu'on ne peut pas épargner par réflexe, juste pour épargner? Juste parce que papa, maman m'a dit que c'était bien, j'épargne. Le temps d'avoir un objectif après, épargner par réflexe. Ça ne peut pas se faire? Oui, si, ça se fait. Ça peut se faire. C'est même conseillé pour nos enfants, c'est-à-dire leur apprendre à faire le geste. Ce geste qui va construire demain leur sécurité financière. Ce geste qui va les aider, effectivement, à se comporter autrement face aux questions d'argent. Ce geste qui leur permettra, une fois devenus adultes, de savoir effectivement que quand on a du cash, alors on s'endette moins, on paye ce qu'on veut, souvent au prix qu'on veut. Un conseil, M. Yao, il ne nous reste qu'une minute. Un conseil aux Ivoiriens, dans cette grisaille de crise économique qui nous poursuit comme Usain Bolt qui poursuit la victoire. Comment épargner chez nous en Côte d'Ivoire? Comment faire? Des astuces propres peut-être à notre pays? Alors, pour aller à l'épargne, d'abord, il faut se convaincre de ce que l'épargne est une chose importante. Ensuite, il faut pouvoir mettre régulièrement de côté de l'argent. Alors, pour vous, Marcelin, je vous suggère par exemple de passer, on va dire, un prélèvement, un virement automatique. Un virement automatique à votre banque. Passer l'ordre pour dire, OK, dès que mon salaire est positionné, automatiquement, mettez 20% de mon salaire dans mon compte d'épargne. On sent moins après. Donc, j'invite effectivement tous les Ivoiriens à s'approprier les comptes d'épargne. Salut ma gestionnaire, Madame Koulibaly, elle a bien entendu. Mais ça se fait déjà depuis le premier jour. D'accord, félicitations. Merci beaucoup, M. Yao. Donc, constituer une bonne épargne, on dira. Merci beaucoup. Alors, donc, je vous souhaite une santé financière parfaite à l'occasion de cette journée mondiale de l'épargne. Merci beaucoup à vous. Et c'est le souhait qu'on va aussi adresser à tous nos téléspectateurs. Maintenant, nous partons pour les différentes variations du temps, suivies immédiatement du deuxième flash avec Hamza Diaby. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera nuageuse sur les régions du sud forestier ainsi que celle du littoral avec des pluies localisées, notamment dans le sud-ouest. Le centre-ouest et l'ouest observeront également des passages nuageux avec des pluies. Le reste du pays observera un ciel partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures pour la matinée, on notera qu'au maximal 26 degrés sur la ville d'Abidjan, 25 degrés à Adiaké, à Bondoukou il fera 22 degrés, ce sera la minimale, 23 degrés dans la région du Gbeke, 24 degrés à Daloa, Dambokro et Gagnoa, 22 degrés sur la ville de Korogo, 23 degrés dans la région du Tonkwi, 22 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 24 degrés à Tabou, enfin 23 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Concernant l'après-midi, les régions du littoral, du sud forestier, de l'ouest et du nord-ouest resteront instables. Des formations orageuses suivies de pluies y seront attendues. Quelques denses nuages apparaîtront dans le ciel sur les régions de l'est avec un faible risque de pluie. Ailleurs, le temps restera simplement ensoleillé. Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan, Adiaké et Bondoukou, 32 degrés dans la région du Gbeke, 33 degrés comme maximal à Daloa comme à Dambokro, 32 degrés à Gagnoa ainsi qu'à Korogo, 31 degrés à Mans, 32 degrés à Odiéné. La minimale de 30 degrés concernera les villes de San Pedro, Sassandra, Tabou, enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
bonjour à vous qui nous prenez en marche. Merci de suivre le 6h30 de RTI1. Un missionnaire américain a succombé à ses blessures après que son véhicule a été criblé de balles à Bamboué, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun en conflit. Les deux régions anglophones camerounaises sont le théâtre d'un conflit entre des séparatistes réclamant l'indépendance du Cameroun anglophone et l'armée camerounaise. Les proches de Mna Gwebla, la Tunisienne qui s'est faite exploser à proximité de l'avenue Habib Bourguiba dans Tunis Centre, se rassemblent dans leur maison familiale à Zorda, près de la ville côtière de Madia. La kamikaze, âgée de 30 ans, a actionné une charge explosive contre des forces de police, faisant 20 blessés, aucun n'étant toutefois atteint grièvement, selon un dernier bilan officiel. Le 7 novembre, pour le premier tour de la présidentielle à Madagascar, beaucoup de Malgaches ne se rendront pas aux urnes. Aucun candidat parmi les 36 en liste ne trouve grâce à leurs yeux, avec un taux d'extrême pauvreté de 76%. Le pays pointe parmi les États les plus pauvres au monde, selon la Banque mondiale. Reportage. Debout depuis 4 heures du matin, Claudine parcourt la ville à la recherche de bouteilles en plastique, pots de yaourt et autres flacons vides pour les revendre. Très occupée à chercher de quoi nourrir sa famille, Claudine ne veut pas entendre parler de l'élection présidentielle. Si jamais je dois voter, je voterai certainement pour les bacs à ordures, car ce sont eux qui nous nourrissent. Les bacs à ordures nous ont toujours aidés, que ce soit pour nous apporter de la nourriture ou de l'argent. Donc je ne vais jamais voter pour personne d'autre. Aujourd'hui, Claudine a vendu une vingtaine de bouteilles en plastique pour 1000 ariars, soit 25 centimes d'euros. En un mois, elle peut gagner jusqu'à 20 euros, soit la moitié du salaire minimum des Malgaches. Avec ce qu'elle a gagné ce jour-là, Claudine a pu acheter 400 grammes de riz, de quoi faire un repas pour 6 personnes. Malheureusement, il lui arrive parfois d'avoir de mauvaises surprises. Nous nous sommes fait voler notre marmite. Pourtant, nous avons déjà acheté le riz ce matin. Nous allons donc cuire ça demain. Ce soir, nous allons hélas dormir sans manger. Pour Claudine, peu importe le candidat élu. Pour elle, un nouveau président ne changera rien à sa vie. Son ami Raymond, lui, est convaincu que son candidat a la solution pour redresser le pays. Il faut que tu ailles voter le 7 novembre, car si tu ne votes pas, le risque c'est que le candidat de ton choix ne soit pas élu. Je vais voter pour un candidat car je suis convaincu de son programme. Il va se préoccuper de nous les pauvres, en termes de santé, en termes de sécurité. Malgré l'optimisme de son ami, difficile de convaincre Claudine, elle qui se sent délaissée par les politiciens. Madagascar est le seul pays à s'être appauvri depuis son indépendance en 1960 sans avoir connu la guerre. 9 Malgaches sur 10 vivent avec moins de 3 $ par jour. En bref, l'époux de la jeune tchadienne Awaria, qui l'accuse de l'avoir séquestrée et torturée plusieurs mois en 2016 alors qu'elle avait 14 ans, a été relaxé par la cour d'appel de N'Djamena dans un dossier parallèle de corruption. Awaria, qui vit désormais avec sa famille à N'Djamena, confiait ne plus croire en la justice qu'elle dit corrompue, la justice donc de son pays, et craindre les représailles de Hissène, avec qui elle est toujours mariée. Au Tchad, je le rappelle, 68% des femmes sont mariées avant leur majorité et celles-ci font l'objet de nombreuses violences. À Bamako, durant 6 jours, durant 6 semaines, 8 jeunes danseurs originaires des 4 coins du Mali ont participé à Faso Don, une émission de télé-réalité autour de la danse imaginée par le chorégraphe et danseur malien Sékou Keïta, qui tient à remettre à l'honneur les danses traditionnelles des régions du Mali. On regarde. À Bamako, durant 6 semaines, 8 jeunes danseurs originaires des 4 coins du Mali ont participé à Faso Don, une émission de télé-réalité autour de la danse, imaginée par le chorégraphe et danseur malien Sékou Keïta. Nos danses sont variées, il y a plusieurs ethnies, on a cette chance, cette richesse culturelle, mais malheureusement nos danseurs, ils ont un point commun, quand on leur dit de danser les danses de la Côte d'Ivoire, dont j'ai rien contre, le coupé décalé, ils savent tous danser ces danses-là. S'ils vont à Dakar, le sabbat, ils savent le danser. Mais nos danses, eux-mêmes, chez nous, ils ne savent pas les danser. Chaque candidat était ainsi invité à s'initier à une danse traditionnelle d'une autre région que la sienne. Mohamed Kassogué, candidat dogon originaire de Mopti,
s'est illustré par une prestation de danse contemporaine lors de son dernier passage sur scène. En accédant à la finale du concours, il a désormais le soutien de sa famille et est plus que jamais décidé à faire carrière dans la danse. Ma famille me soutient très fort, ils sont contents et ils voient désormais que la danse a de la valeur et ils sont fiers de moi. Chaque fois, ils m'appellent pour me féliciter. Ils sont contents, ils sont fiers de moi. Ils savent maintenant que la danse, ce n'est pas quelque chose de mauvais. À l'occasion de l'enregistrement de la finale, le public s'était déplacé en masse pour venir soutenir les candidats. Ouais, je suis venu voir ce show parce que moi aussi je suis danseur. Ouais, je danse depuis 2006, je fais du hip-hop. Tu vois, j'ai ma petite sœur qui est dedans, elle s'appelle Aïssata Konaté. Donc elle est l'une des candidates, tu vois. Donc ça m'a motivé pour venir parce que c'est la première fois de voir quelque chose de ce genre. Parce qu'auparavant, les gens ne s'intéressaient pas sur la danse traditionnelle, ce qui concernait la tradition, les coutumes, tu vois. Cette première édition, diffusée par la chaîne panafricaine Africable, a été remportée par Rokia Diallo, candidate Peul de Sikasso, qui a conquis le jury par sa prestation de Takamba, une danse venue du nord du Mali. Fin de ce journal spécial Afrique. Je serai encore là à 7h pour l'Actu Inter. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouvera Hamza Diaby. Il est 6h, passé de 36 minutes partout en Côte d'Ivoire. J'espère que vous vous levez bien. En tout cas, nous vous saluons depuis Abidjan et on espère que vous nous regardez partout dans le monde. On salue toute la diaspora et toutes les personnes tout simplement qui nous regardent de l'extérieur. J'espère que vous abordez donc cette journée avec beaucoup de force interne, avec votre lumière interne qui brille. Et pour cela, il faut avoir une intelligence émotionnelle au beau fixe. N'est-ce pas, coach Laura? Lola. Le coach Lola. Lola, oui. Lola. Madame Laura. Laura, tout à l'heure. Oui. Coach Lola, vous allez bien? Très, très bien, La dernière fois, on n'a pas eu la chance d'avoir un peu plus de temps. Mais cette fois, on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté afin que vous puissiez bien expliciter l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Alors, avant même de définir l'intelligence émotionnelle, je voudrais vraiment parler d'intelligence. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Alors, les gens n'arrivent pas à s'entendre sur une définition exacte de l'intelligence. Mais au niveau de la psychologie, quand on parle d'intelligence, on va parler de toutes les capacités humaines d'un individu. Et c'est véritablement parce qu'il y a différentes intelligences qu'on a du mal à véritablement donner une seule définition. On parle de 8 différentes intelligences. L'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique, corporelle, etc. Visuelle, exactement, dont l'intelligence émotionnelle. Donc, dès lors qu'on parle de l'intelligence émotionnelle, on entend bien le mot émotion, ça part de l'émotion. La capacité, on va dire l'habilité d'une personne à identifier, contrôler, maîtriser, gérer ses propres émotions, mais également les émotions des autres, afin de définir et d'établir sa pensée, ses actions, dans le but d'atteindre ses objectifs. Alors, tout de suite, on va demander d'où vient donc cette intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, contrairement on va dire, quand on parle d'intelligence émotionnelle aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a des compétences émotionnelles, on va dire un quotient émotionnel, des aptitudes émotionnelles, etc. Quand on pense à intelligence émotionnelle, il faut voir un processus. Quand on parle par exemple du quotient intellectuel, c'est quelque chose qui va évoluer jusqu'à un certain moment, jusqu'à, on va dire, un peu la période post-adolescence, un peu... Vers 10 ans, il est stabilisé. Exactement, exactement. Quand on parle de l'intelligence émotionnelle, donc du quotient émotionnel, on a la possibilité de le faire évoluer depuis son enfance, depuis son éducation, jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc, on ne va pas dire qu'il y a une origine, on va dire que c'est une expérience, c'est une aventure, c'est un processus, c'est quelque chose qui va se développer chez l'individu. Alors, comment ça fonctionne? Voilà. Comment fonctionne l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle va toujours être suscitée par un événement, on va dire l'émotion déjà, va être suscitée par un événement déclencheur. Donc, on va avoir un déclencheur qui va ensuite créer l'émotion, et de cette émotion-là, on va avoir une réaction.
Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour développer son intelligence émotionnelle, c'est une personne qui a la capacité à identifier, donc depuis l'expression initiale de son émotion, mais également l'expression des émotions des autres, afin de pouvoir devenir par exemple un meilleur manager, c'est-à-dire arriver au bureau le matin, voir ses collaborateurs. Il y a pas mal de directeurs, si vous observez dans les grandes multinationales, un bon nombre de directeurs rentrent dans les bureaux, ils circulent sur la plateforme dans les bureaux, de bureau en bureau, ils saluent tous les collaborateurs, histoire de prendre le pouls émotionnel de l'entreprise. Ça, c'est au début de la nomination. Et l'idée, c'est de l'entretenir, justement. Parce qu'en le faisant, on arrive à rassurer l'employé, on arrive à tirer le maximum du collaborateur. Et justement, cette intelligence émotionnelle va donner les meilleurs leaders, les meilleurs, on va dire, orateurs, etc., au niveau des relations interpersonnelles. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Alors, selon vous, quelle est la différence entre, on va dire, Colombo, Barack Obama ou encore Ruby, le célèbre personnage des telenovelas, selon vous? C'est tous arrive à gérer les émotions? Alors, ils ont tous les trois personnages ont un quotient émotionnel très élevé. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on prend par exemple Colombo dans ses recherches, dans sa quête... Le fameux lieutenant Colombo. Le lieutenant Colombo et la femme invisible. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on prend Colombo? C'est une personne qui arrive dans un environnement à rapidement comprendre ce qui se passe dans la salle, à peser quelque part un peu les individus, à savoir ce qu'ils pensent, à savoir leurs peurs, à savoir leurs inquiétudes. Et c'est sur cette base, en silence, parce qu'il ne l'exprimait pas dans les différents épisodes de cette série légendaire, il arrive à reconstituer du moins les faits du crime. On prend Ruby. Ruby avait cette capacité. On rappelle, pour ceux qui nous regardent, Ruby, c'est un personnage de telenovela très connu. Alors je prends ce genre d'exemple. Par Alix. Oui. Par la gente féminine, on va dire en particulier. Exactement. Hein, pas comme moi. Exactement. Et donc c'est pour ça que je prends ces exemples-là pour voir qu'en réalité, ces différentes personnes qui font partie de notre quotidien, que ce soit télévisé ou même en entreprise ou à la maison, on va arriver à obtenir le maximum, atteindre plus rapidement nos objectifs dès lors qu'on arrive à développer cette intelligence émotionnelle et donc son quotient émotionnel. Et donc quand je prends le cas de Ruby, la capacité de Ruby à comprendre les hommes, à comprendre le fonctionnement, à comprendre leurs émotions, à comprendre leurs besoins, à comprendre leurs attentes, leurs réactions à telle ou telle situation, elle arrivait à les manipuler. Donc dans un premier temps, on a vu que l'intelligence émotionnelle a servi à Colombo à résoudre des histoires, des affaires policières. Dans l'autre cas, quand on prend Ruby, on a vu qu'elle a réussi à atteindre ses objectifs. Je ne suis pas en train de féliciter, d'encourager Ruby, je montre simplement que l'intelligence émotionnelle a un impact immense et très souvent sous-estimé. Je prenais également le cas de Barack Obama. Barack Obama est un orateur exceptionnel. Et dans ses discours, il arrive à exprimer et à extérioriser cette confiance en soi. Le cœur. Exactement, cette confiance en lui-même, cette assurance qui rassure justement les électeurs. Donc tout ça part de l'intelligence émotionnelle de l'individu et ça se travaille et cette intelligence évolue dans le temps. Pourrons-nous faire un parallèle entre le quotient intellectuel, QI, et puis le quotient émotionnel et l'IE, l'intelligence émotionnelle? Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Quand on était plus jeune, on avait tous plus ou moins des personnes avec lesquelles nous sommes partis à l'école qui étaient très brillantes, n'est-ce pas? C'était des personnes qui... nous quand même, quoi. Voilà, donc vous faites partie de ce lot, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, super. Dieu merci, ce qui s'est passé, c'est que J'attends la confirmation des professeurs. Donc, on va aller chercher les notes. On va aller chercher les notes, les relevés des notes. Il ne faut pas les cacher. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Au niveau de l'enfance, l'individu peut exprimer un quotient intellectuel très élevé. Qu'est-ce qui va se passer? On a eu tous ce genre de cas de figure quand on était plus jeune, des personnes très brillantes avec un quotient intellectuel très élevé, mais plus tard qui vont se retrouver à quelque part rater leur vie professionnelle. À faire un métier inattendu. Inattendu et dévié, même dévié totalement, ne pas être épanoui, etc. Pendant longtemps, les chercheurs ont essayé d'expliquer ce phénomène-là en disant que la personnalité devait être prise en compte.
C'est-à-dire les facteurs de réussite devaient être le quotient intellectuel et la personnalité de l'individu. Mais beaucoup plus tard, dans les années 90, il a été prouvé qu'il fallait, en plus de cela, prendre en compte le quotient émotionnel. Donc, le quotient intellectuel, il y a une méthode, plusieurs méthodes pour l'évaluer. Au niveau du quotient émotionnel, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs courants. On ne va pas dire qu'il y a une note, comme on l'aurait au niveau du quotient intellectuel. C'est plus ou moins une évaluation et des compétences, des aptitudes émotionnelles qui vont pouvoir en découler. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a le quotient intellectuel élevé, il faut également avoir une personnalité adéquate pour favoriser l'environnement du succès et de la réussite. Et en plus de cela, avoir un quotient émotionnel élevé. Alors, je me rappelle tout de suite d'une histoire. Pendant un entretien d'embauche, il y a 2 candidats qui avaient pratiquement les mêmes aptitudes. Et le directeur a posé une question pour choquer. Il a dit, moi, excusez-moi, mais moi, je suis raciste. Vous voyez un peu la réaction. Il y a un qui s'est énervé, qui a dit, ah, mais non, c'est pas normal. En 2000, vous ne pouvez pas être raciste. Et il y a un autre qui a dit, mais non, vous ne pouvez pas être raciste. J'ai du mal à le croire parce que votre entreprise... Mais qui a raisonné. Totalement. Et c'est finalement lui. Est-ce que ça, c'est pas un cas flagrant de maîtrise de ses émotions? Totalement, totalement. Donc, vous venez de donner un exemple clair de l'importance de la compréhension. Déjà, il faut en être conscient. Parce que très souvent, on évolue au quotidien sans prendre en compte l'émotion. Parce que pendant longtemps, les émotions étaient synonymes de vulnérabilité. Oui. Il fallait les cacher, il ne fallait pas en parler. Si j'ai un pic au cours de la journée, au travail, suite à un événement qui s'est produit, je ne dois pas l'exprimer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut nécessairement intégrer. Dans le cas de l'interview, ce qui arrive fréquemment, on essaie d'évaluer, on va dire, de peser exactement. Les recruteurs du 21e siècle pèsent leurs candidats au niveau émotionnel, au niveau de leur intelligence émotionnelle, cette capacité qui va faire d'eux de très bons leaders, de très bons chefs d'équipe et également arriver à créer cette symbiose dans l'entreprise dans le but d'atteindre les objectifs collectifs. Est-ce qu'il y a des astuces pour développer son émotion, son intelligence émotionnelle? Totalement. Alors, moi, j'aime bien parler on va dire, de plusieurs étapes. Il y a déjà, dans un premier temps, comme j'ai dit, la prise de conscience. Être à l'écoute, on va dire, de ses émotions et des émotions des autres. C'est-à-dire, c'est valable pour moi, mais c'est valable également pour moi vis-à-vis de vous, par exemple, vis-à-vis d'Alix et de Marco. Donc, lorsque je prends conscience qu'il y a des émotions et que ces émotions-là vont diriger le comportement, mon comportement et le comportement des autres, déjà, je pars avec, on va dire, un plus. Je suis en position de force dans la relation. Donc, premier élément, identifier l'émotion. Le deuxième élément, c'est de gérer. C'est-à-dire, lorsque je me connais, je sais que, par exemple, lorsque je suis en panique, j'ai les mains qui deviennent moites, j'ai la respiration qui va s'accélérer, etc. Je commence à me demander quelle serait la meilleure réponse à cela pour éviter de choquer. Donc, par exemple, pendant un interview, on entend « je suis raciste » de celui qui va devenir probablement le prochain manager. L'idée, c'est de se dire « je sens que j'ai le cœur qui commence à battre vite ». Donc, je sens que je suis en train de m'énerver. L'émotion qui est en train d'apparaître, c'est probablement la colère. Je me calme et je renvoie un signal qui est différent de ce que je ressens. Par exemple, un large sourire avant de donner ma réponse. On parle de la règle des 6 secondes. Attendre déjà 6 secondes, comme on a vu hier avec nos amis de la radio, avec un autre coach qui dit qu'il faut attendre 6 secondes, il ne faut jamais réagir. Avant de réagir. Exactement. Et ces 6 secondes permettent également de prendre conscience de l'émotion et également de reprogrammer la réaction qu'on a à l'événement déclencheur qui vient de se produire. Donc, en réalité, il faut véritablement avoir cette maîtrise et ça s'acquiert. Jusqu'à quel niveau, coach? Parce qu'il y a des fois, imaginez votre supérieur hiérarchique vous humilie devant tout le monde dans la cour. Même vous avez beau être Gandhi, mais parfois le côté humain peut revenir. Totalement, totalement. Donc on va dire une personne qui va être très spontanée, pas forcément alerte à ses émotions, va réagir rapidement. Mais la finalité, est-ce que le résultat est à l'avantage de l'individu qui réagit vite? Donc l'idée n'est pas juste de réagir, mais c'est quels sont tes objectifs. Demain, si tu veux construire, je parle de l'individu, s'il souhaite construire une relation avec ce patron-là, il faudrait s'assurer d'être dans un cadre d'échange, on va dire, apaisé.
Et l'idée n'est pas de se dire qui a raison, ce n'est pas d'évaluer le rapport de force, c'est de se dire je crée l'environnement idéal pour la suite de la relation. Donc la compréhension de l'émotion, c'est la première étape, la compréhension pour soi et pour l'autre, la gestion de cette émotion. Donc comme je dis, on peut envoyer des signaux, on peut manipuler entre griffes ces signaux-là dès lors qu'on en prend conscience. Et le troisième point, au niveau personnel, c'est-à-dire que la première étape, c'est le travail sur soi, c'est de réussir à gérer, à stabiliser, justement parlant de situations où on a vraiment envie de sortir de ses gonds, etc. C'est de stabiliser son niveau on va dire émotionnel, stabiliser sa motivation, stabiliser sa personne. Donc après ce volet-là, il faut passer chez les autres. Donc encore une fois, identifier l'émotion de l'individu en face et ensuite adapter sa réponse dans le cadre des relations interpersonnelles. Pratiquement, quand on a des personnes en face ou on est dans un milieu de travail avec plusieurs personnes, comment on arrive à déceler chez telle ou telle personne ses aptitudes ou son émotion, voilà, tout de suite comme ça? Il faut observer. Il faut observer, c'est-à-dire quand on rentre dans une salle, vous savez, des personnes comme ça qui arrivent dans une salle, qui ne regardent pas ni à gauche ni à droite, qui arrivent et puis bon, ils déroulent. Des fois, c'est très, très, très désagréable. Et ce sont des personnes qui, justement, ne sont pas alertes à leur intelligence émotionnelle. L'idée, c'est d'arriver dans un environnement qu'on ne connaît pas, de prendre le temps de regarder. Alors, certaines personnes peuvent parler de faire preuve d'humilité, mais ça vient bien au-delà de ça. De regarder comment les autres fonctionnent, observer le langage, observer la réaction du patron. Et vous allez remarquer que les personnes qui ont un quotient émotionnel élevé sont des personnes qui ont un grand sens de la hiérarchie. Ce n'est pas de la bêtise, c'est bien au contraire la capacité à comprendre le fonctionnement du patron. Et ça va être également des personnes qui vont réussir à être des éléments catalyseurs dans les équipes. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent les autres. Ils ne se précipitent pas à prendre la parole, ils prennent le temps de prendre le pouls et automatiquement, ils ont plus d'armes. Donc le fait de prendre ce recul-là donne de la force au quotidien dans les relations, mais également dans sa performance professionnelle. C'est valable pour les commerciaux, tu pars en prospection, tu vas dans un magasin, tout de suite, paf, tu vas directement vers le directeur. Non, il faut prendre le temps de passer dans le magasin, regarder autour de toi, voir le fonctionnement du magasin, voir les besoins. Et lorsqu'on va identifier comment est-ce que le patron va réagir à telle ou telle situation, on sait automatiquement comment l'appréhender après. C'est-à-dire, on arrive à prendre les excès, même les éventuels excès du patron à notre avantage. Alors, parlons d'environnement, coach. Moi, j'aimerais savoir, il y a des personnes qui aiment travailler dans un environnement où tout est parfait, que ce soit en entreprise, par exemple un footballeur qui va à l'étranger, où il n'a pas sa famille. Est-ce que ces personnes-là, on peut les qualifier de personnes faibles émotionnellement? Non, pas du tout. Lorsqu'on a cette capacité-là à s'adapter, bien au contraire, c'est un signe extérieur d'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas programmé de manière linéaire, mais systématiquement, on recalcule le logiciel. C'est-à-dire, on se repositionne par rapport... Exactement. La capacité de s'adapter, quel que soit l'environnement, est une force et généralement un signe extérieur d'intelligence, on va dire de compétence émotionnelle. Tout de suite, on a envie de se demander, est-ce que le caméléon n'est pas tout de suite l'animal le plus fort et le plus intelligent? On dira peut-être pas intelligent, mais intelligent émotionnellement parlant. Alors, vous pouvez nous donner des noms de personnes qui vous ont marqué dans leur force émotionnelle en Afrique, mais chez nous en Côte d'Ivoire, des gens. Alors, je vais pas citer certaines personnes pour ne pas en oublier, mais généralement, on va retrouver on va dire, cette intelligence émotionnelle très forte chez les politiciens. Chez les politiciens, généralement chez tous les... C'est le but déjà du jeu. Chez les politiciens, chez tous les grands leaders, chez toutes les personnes visionnaires, toutes ces personnes qui arrivent un peu quelque part à amener les autres, d'accord, à les suivre, à adhérer à leur vision sans les forcer. Parce qu'en fait, c'est quelque part une puissance extrême. On sous-estime l'importance de l'intelligence émotionnelle. Et même pour information, dans les plus grandes universités au niveau mondial, on a des modules d'intelligence émotionnelle qui sont obligatoires. C'est-à-dire, vous voulez faire un MBA à Harvard ou au MIT, etc., vous allez être
obligés de passer par ce type de module parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des conditions sine qua non pour accéder à certains hauts postes de responsabilité. Changer les dimensions. Oui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on n'a plus peur des émotions et on comprend que c'est un facteur clé pour exprimer le leadership d'un collaborateur. Donc si vous êtes en entreprise également, dites-vous que c'est essentiel pour progresser d'avoir et de développer quotidiennement votre intelligence émotionnelle. Récemment, on va dire au Forum économique mondial de Davos, il a été même dit que l'intelligence émotionnelle faisait partie des 10 compétences essentielles, presque obligatoires pour réussir d'ici 2020. Alors, donnez-nous les clés pour pouvoir avoir cette intelligence émotionnelle. Alors, encore au quotidien. Au quotidien. Donc déjà, soyez alerte à vos émotions, n'en ayez plus peur, vous avez le droit. Déjà, il y a 6 grandes catégories, on va dire, d'émotions. Vous avez la peur, la joie, la colère, vous avez le dégoût, la surprise. Et toutes ces émotions-là vont avoir des déclinaisons. On parle d'émotions secondaires. Donc, par exemple, quand on prend la peur, vous avez l'horreur, la terreur, etc., le stress, qui sont des déclinaisons. Voilà, des déclinaisons de la peur. Donc, vous avez 6 grandes émotions. Essayez de prendre votre météo quotidiennement. Donc, après avoir pris cette météo, apprenez à gérer ces émotions. Quand je dis gérer, il ne faut pas les annuler, il ne faut pas les enfermer, il faut les transformer à son avantage pour atteindre ses objectifs. Le faire pour vous, mais le faire également pour les autres, pour optimiser sa journée. Et l'apport qu'on aura après avec l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Alors, ça va être en phase avec son environnement, atteindre rapidement ses objectifs, manifester et exprimer au quotidien son leadership, augmenter ses compétences personnelles, intra-relationnelles et également sociales. Alors, l'intelligence émotionnelle, il faut le préciser, n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a pas de pays. Le Burkinabé, le Sénégalais, l'Indonésien, le Sri Lankais, c'est la même intelligence émotionnelle qui devrait prévaloir pour tout le monde. Exactement. C'est pas lié à une appartenance ou à une culture, etc. C'est comme les autres... Même à notre situation financière, est-ce qu'un pauvre, quelqu'un qui est pauvre par rapport à quelqu'un qui est riche, un anglo-saxon par rapport à un francophone? Rien à voir. Et justement, l'intelligence émotionnelle va permettre à un individu de sortir peut-être de sa précarité pour accélérer sa carrière professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il saura mieux que quiconque saisir les opportunités en comprenant l'environnement dans lequel il est. Voilà. Tout le monde est prédestiné à être intelligent émotionnellement. Il faut juste être à l'écoute de ses émotions pour développer, on va dire, la joie et puis la bonne humeur autour de soi. Et exceller et transcender. Merci beaucoup, coach Lola Wise. Nous étions à contre-cœur, nous vous laissons partir à contre-cœur parce que c'est tellement intéressant. La prochaine fois, nous allons parler de... Alors, la prochaine fois, nous allons continuer sur la question de l'estime de soi et de la confiance en soi. Très bien. Merci beaucoup. Se forger une personnalité, c'est important. Merci beaucoup, coach. Belle journée à vous. On se revoit mercredi prochain. À mercredi prochain. La pub, mesdames et messieurs, vous êtes un matin bonheur, vous avez raison, on parle de tout et de très très bonnes choses. On espère que vous appréciez, que vous avez votre calepin à côté de vous. Réalisation de cette émission, Christelle Akoussa. Dans un instant, nous allons recevoir docteur Michel Tanon-Laura qui va nous parler donc de cette connivence ou cette relation qu'on doit avoir avec le personnel de maison nounou. Franchement, ce sera un débat à suivre juste avant la pub et le journal. Il est 7h, bienvenue dans ce journal, la troisième pan de l'information donc ce matin. La Cour d'appel ira-t-elle dans le sens des prud'hommes qui avaient accordé sa première victoire judiciaire à Jérôme Kerviel en 2016? Souvenez-vous, la Société Générale avait été condamnée à payer quelques 455 000 €, environ 3 millions de francs CFA à son ancien trader. Le dossier a été rejugé mardi à Paris et le jugement mis en délibéré au 19 décembre. On écoute les avocats des différentes parties. Nous avons soutenu que était parfaitement fondé, que le licenciement de Jérôme Kerviel était totalement abusif, notamment parce que la Société Générale, quoi qu'elle en dise, avait parfaitement connaissance des positions directionnelles prises par Jérôme Kerviel. Venir ensuite le licencier pour ce motif-là n'a rien de très pertinent. Donc le licenciement est nécessairement abusif. On ne peut pas dire que les thèses des uns et des autres aient beaucoup évolué depuis 2008.
M. Kerviel prétend toujours que la Société Générale savait, alors qu'il a avoué un nombre de fois incalculable devant les juges d'instruction et alors qu'il était accompagné des avocats, de ses avocats, qu'il savait, il savait ce que la Société Générale ne savait pas. Une vague de mauvais temps a frappé plusieurs pays européens, dont l'Italie, où 11 personnes ont été tuées, tandis que des dizaines de milliers de foyers, 60 000 foyers environ sur le continent, restaient privés d'électricité hier mardi. L'hiver dernier, des dizaines de milliers d'enseignants américains quittaient les salles de classe pour aller réclamer des meilleurs soins de santé, une augmentation de salaire. Pour faire entendre leur voix et protéger l'éducation publique, près de 1500 professionnels de l'éducation se présentent aux élections de novembre, souvent pour la première fois. Depuis 9 ans, Amy met toute son énergie et son inventivité au service de ses élèves dans cette école publique de Virginie occidentale. Amy et ses collègues sont parmi les enseignants les moins bien payés du pays. Moins de 35 000 $ par an en début de carrière. L'hiver dernier, c'est à contre-cœur que l'institutrice déserte la classe pendant une dizaine de jours pour la première grève de sa vie. Une démarche illégale pour les employés de l'éducation publique en Virginie occidentale. Ce jour-là, ils discutaient d'une augmentation pour tous les employés. Nos cotisations avaient augmenté, mais les soins de santé couverts par l'assurance avaient diminué. Nous en avions assez et nous avons décidé de faire grève. Ce n'était pas pour une augmentation, ce n'était pas par rapport aux conditions de travail. Au départ, c'était à cause de l'assurance santé. La grève est suivie dans plusieurs États et fait des émules comme ici dans l'Oklahoma. Des dizaines de milliers d'enseignants, de chauffeurs de bus scolaires et d'employés de l'enseignement descendent dans la rue. Résultat, une augmentation de salaire de 5%, la première en 4 ans. Pour l'assurance santé, ils attendent toujours. Un combat qui décide Amy à se présenter pour la première fois aux élections et briguer un siège au Sénat de Virginie occidentale. Comme elle, près de 1500 enseignants se lancent en politique cet automne. Nous devons nous assurer que vous n'allez pas partir ailleurs, que l'éducation n'est pas trop chère et que vous aurez accès à des soins de santé abordables et des salaires décents. La majorité des enseignants candidats sont démocrates. Vera Miller, elle, fait campagne avec les républicains. Après la crise économique de 2008, la plupart des États américains ont réduit le financement de l'éducation publique. Vera espère changer ça en Virginie occidentale, même si cela signifie sans doute augmenter les impôts locaux. Je soutiens totalement l'éducation publique. C'est la base du rêve américain auquel je crois et je me battrai pour que chaque enfant ait droit à une éducation de qualité. Si elles sont élues en novembre, Vera, Amy et Brian disent vouloir continuer à enseigner. Une double casquette pour, selon elles, garder le contact avec les élèves et les parents de Virginie occidentale. Nous allons refermer ce journal, mais avant, direction le Danemark. Le pays a annoncé hier mardi le rappel de son ambassadeur à Téhéran après avoir déjoué un projet d'attaque sur son sol contre des opposants iraniens en représailles à un récent attentat meurtrier en Iran. Le Danemark ne peut en aucune façon tolérer que des individus liés au service de renseignement iranien fomentent des attaques contre des personnes sur son territoire. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie danoise, Anders Samuelsen, lors d'une conférence de presse à Copenhague. Et c'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai avec vous tout à l'heure à 10h, puis à 13h. Merci beaucoup, Hamza. Véritable marathon. Marathon Donnez-nous le nom de votre du vitamine. JT. Le nom de votre vitamine, ça s'appelle la Hamzamine. Il dit matin bonheur, ben c'est bien, on vous apporte l'énergie nécessaire. Une dose de matin bonheur avec une dose de Hamzamine, parce qu'il est infatigable. Merci beaucoup, Hamza Diaby. Alors, nous en arrivons à la thématique d'aujourd'hui. On parle de famille, on parlera du personnel de maison, plus connu en tout cas dans le milieu urbain. Généralement, dans le milieu rural, c'est les protégés ou les enfants à la maison qui sont dévolus à la tâche de nounou. Mais quand ces personnes arrivent à la maison, comment il faut les responsabiliser? Quels sont leurs droits, leurs devoirs? Et nous aussi, comment nous devons nous comporter avec elles? Mais on le saura dans quelques instants. Pour l'heure, la capsule d'illustration. On parle de garde d'enfants à domicile ou nounou lorsqu'une personne vient garder un enfant au domicile de ses parents.
Cela peut concerner aussi bien la garde à temps plein de nourrissons que des gardes à temps partiel. J'ai une nounou à la maison. Elle s'occupait de l'enfant, lui donnait à manger, accompagner l'enfant à l'école, laver ses biberons, bon, le bercer quand la nounou est importante à la maison. Ma nounou s'occupe des enfants à la maison. Elle accompagne l'un de mes enfants à l'école. Il y a un qui est encore petit, donc elle surveille les 2 enfants. Une nounou, c'est une aide à la maison. Elle vient pour aider la maman. Au cas où elle n'est pas là, elle n'a pas le temps, une nounou est là pour ça. Mais pas 24 heures sur 24. De plus en plus, les familles ont recours aux nounous. Et dans bien des familles, elles deviennent incontournables en raison du lien affectif qu'elles tissent avec l'enfant qu'elles ont en charge, créant ainsi un relationnel difficile avec leur employeur. Il y a des mères qui laissent leur enfant dans la main de la nounou 24 heures sur 24, du 1er au 31. Ce qui fait que l'enfant habitué à la nounou ne connaît même pas sa mère. La nounou ne peut pas remplacer la femme à la maison. Quand un bébé est en train de pleurer, que sa maman n'est pas là, de suite, une autre femme vient prendre le bébé sent que ce n'est pas sa maman qui l'a pris. Et si sa maman vient et récupère le bébé, tout de suite, elle sait que c'est sa maman qui l'a récupéré. Donc si sa maman prend 2 jours dans la semaine pour s'occuper de l'enfant, l'enfant reconnaît directement sa maman. Les enfants ne peuvent pas être plus proches d'elle que de moi parce que lorsque je quitte au travail, je m'occupe de mes enfants. Je fais de telle sorte que mes enfants sentent ma présence à la maison. C'est pourquoi même lorsque je ne suis pas là, mes enfants pleurent derrière moi parce qu'ils veulent voir les mamans, ils veulent retrouver maman à la maison. Jalousie ou rivalité affective, toujours est-il que quand on a fait le choix de travailler et d'avoir une famille, accueillir une nounou à la maison peut être une solution tentante et reposante. Fini les courses effrénées pour déposer tel ou tel enfant ou récupérer les enfants à l'école. En somme, c'est se retirer le stress quotidien, partir serein et revenir dans une maison où les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes. Mais à quel prix? Car au fond, les enfants se retrouvent face à 2 autorités et 2 liens affectifs intenses et très différents. C'est bien de revenir sur la dernière, sur la chute. 2 autorités, 2 liens affectifs différents. Est-ce que finalement, quand on entend ça, c'est risqué d'avoir une nounou? Bonjour, docteur Laura. Laura, bonjour. Bonjour Alice, bonjour Marcelin. Risquer d'avoir une nounou, ça dépend de beaucoup de choses. Je dirais plutôt, il faut savoir qu'est-ce qu'on concède à la nounou et aussi savoir maintenir notre place auprès de nos enfants. Parce qu'on ne peut pas donner entièrement l'enfant à la nounou ou même sa maison à la nounou. Donc, une nounou est une aide ménagère. Elle n'est pas la personne qui doit s'occuper de notre famille et encore moins de nos enfants ou de nos compagnons. Déjà, docteur, pourquoi on emploie du personnel de maison? Généralement, dans les anciennes pratiques, c'était la maman qui restait ou la cousine et tout ça, mais maintenant, on emploie quelqu'un. Pourquoi? Mais écoutez, on emploie des personnes étrangères à la famille dans la mesure où les gens ont migré du milieu rural au milieu urbain et on ne vient pas avec toute sa famille. Sinon, dans la culture africaine, c'est la petite sœur qui va rester chez la grande sœur pour l'aider à s'occuper des enfants. Même moi, j'ai été gardée par ma grande cousine quand j'étais petite. Donc, c'est ce qui se faisait. Maintenant, nous sommes en milieu urbain où les femmes travaillent de plus en plus, même si ce n'est pas dans un bureau, elles vont faire un commerce, elles vont faire des activités à l'extérieur de la maison en ayant des enfants. Donc, vous voyez souvent des vendeuses qui ont le bébé au dos, il fait chaud. Si elles peuvent se permettre d'avoir une aide ménagère, c'est mieux pour le bébé, pour son confort et aussi pour le confort de la maman pendant l'exécution de ses tâches professionnelles. Docteur, quelles sont les tâches, une fois pour toutes, quelles sont les tâches afférentes à la fonction de nounou? Qu'est-ce que la nounou doit faire, où elle doit s'arrêter et où est-ce qu'elle part et ça devient dangereux? Dites-nous tout. Écoutez, tout est une question de contrat. Chaque contrat a un contenu. Donc, quand vous interrogez une personne qui cherche un emploi, il faut faire une fiche de poste. C'est-à-dire, et il y a des dames qui n'aiment pas du tout que les nounous leur demandent « Tanti, c'est pour faire quoi exactement ?» Alors, c'est bien de savoir ce pourquoi vous embauchez la personne parce qu'elle a ainsi une vision claire de vos attentes. Or, si vous dites « viens chez moi » sans avoir défini un cadre, alors ça peut déborder.
Et la personne peut ne pas s'attendre, par exemple, à accompagner les enfants à l'école. Et un beau matin, on lui dit, bon, c'est la rentrée, tu mets les enfants à l'école. Dans son esprit, elle n'avait pas pensé à ça et ça peut la rendre réticente. Donc, le mieux, c'est dès le départ d'établir la fiche de poste de la nounou. Et cette fiche de poste est vraiment variable d'une famille à l'autre. Parce qu'il y a des familles où il y a certains éléments. Voilà, chaque famille a ses spécificités. Il y a des familles où il y a des micro-ondes, des lave-linges. Il y a des familles où il n'y a pas de mortier, de pilon, de foutou. Il y a des familles où il y a... Voilà, donc en fonction de l'aménagement, du niveau de vie. Les familles qui partent en vacances, même avec la nounou, tout voilà, ça. Donc chaque famille ayant ses spécificités, l'idéal est de définir la fiche de poste et de s'y tenir, tout en mettant par derrière des mesures d'accompagnement pour motiver le personnel de maison. D'accord. L'employeur a défini la fiche de poste, les clauses dans le contrat. Maintenant, qui peut être employé? Qui peut exercer les fonctions de nounou? Eh bien, déjà, quand on fait l'entretien d'embauche, il faut évaluer les motivations. Pourquoi une personne vient se présenter pour prétendre à un poste de nounou? Ça peut être des motifs financiers, ça peut être parce qu'elle n'a pas de tuteur, parce qu'elle cherche un toit, ça peut être parce qu'elle a fugué, parce qu'il y a beaucoup de nounous aussi qui, après 2-3 mois, vous disent « Tanti, j'étais en falab avec mon mari, on s'est réconcilié, ma famille me demande de rentrer. » Donc, il y a divers motifs. Donc, il faut essayer de voir ce qui emmène la personne à postuler pour être nounou. Ensuite, il faut voir ses compétences. Je vous donne un exemple très simple. Une personne qui a une école, qui dit « je cherche des personnes pour travailler dans mon école ». Si un individu vient vous voir, « Madame Alice, je voudrais travailler dans votre école, mais je ne sais pas lire », vous l'embauchez ou pas? Mais non. Donc, vous avez le choix. Si vous dites « d'accord, je t'embauche parce que je suis dans le besoin », à ce moment-là, il ne faudrait pas vous attendre à ce que l'enseignant fasse lire les enfants. Oui. Vous allez lui dire juste « contente-toi de chanter avec les enfants parce que vous-même, vous savez que vous avez embauché un enseignant qui ne sait pas lire. Si l'enseignant ne sait pas faire les mathématiques, pareil. Donc, il faut évaluer les aptitudes et les compétences professionnelles de la personne et voir si vous, dans vos attentes, ça match. Si ça ne matche pas, à ce moment-là, l'employeur est toujours mécontent, l'employé est toujours frustré parce qu'il fait de son mieux et l'employeur a l'impression qu'il ne sait rien faire. Donc, il faut tenir compte de tout ça et être prêt aussi à former la personne parce que ces personnes-là viennent souvent de milieux défavorisés. Je n'ai jamais vu un enfant de ministre venir postuler pour être nounou. Donc, ces personnes-là viennent d'un milieu défavorisé. Donc, elles doivent s'adapter à l'environnement. Elles doivent s'adapter à l'environnement. Des fois, il y a des filles qui entrent dans une maison. Quand elles voient le salon, elles disent « Waouh !» Donc, après, il faut qu'elles entretiennent ce salon-là. Elles ne savent pas comment y faire. Il faut que la patronne ou les personnes habitant la maison l'aident à apprendre à vivre avec elles dans cette maison-là. Elles ne peuvent pas venir comme ça et s'adapter. Docteur, tout à l'heure, je parlais de risque. C'était à dessein parce que avec le travail qui nous prend, il y a des familles même qui ne voient jamais leurs enfants debout. En partant, l'enfant dort. En rentrant, l'enfant dort, il dort. Et ce sont les nounous. On a pratiquement confié les clés de l'éducation de nos enfants aux nounous. Et ça, quelles sont les limites? Le rôle de la nounou n'est pas d'éduquer un enfant. Son rôle, c'est de garder l'enfant. L'éducation, ça veut dire apprendre à l'enfant à bien se tenir. Donc, les parents vont donner des orientations, des restrictions alimentaires, par exemple, ou des restrictions de sortie, des heures de bain, des heures de repas, des heures de sieste. Donc, la nounou ne doit s'atteler qu'à suivre la liste de consignes données par les parents. Mais si les parents ne donnent pas de liste de consignes, alors la nounou fait comme elle peut. Donc, elle ne saura pas forcément faire comme les parents voudraient. Donc, les parents doivent être vraiment regardants sur la journée, le contenu de la journée de la nounou, dans la mesure où s'ils ne disent rien et que l'enfant pleure, par exemple, la nounou peut le porter au dos toute la journée pour ne pas qu'il pleure ou penser que c'est une façon de lui montrer qu'elle l'aime bien ou pour faciliter son travail. Cela comporte des risques parce qu'une nounou avec un bébé au dos dans la cuisine, si elle ne sait pas que le poêle, le manche du poêle doit être à l'intérieur de la gazinière, mais en passant, le pied du bébé peut renverser l'huile chaude ou l'eau chaude sur le bébé et sur elle. Donc, il y a des accidents domestiques qui arrivent juste par ignorance et c'est dans tout cela qu'il faut être regardant et former le personnel de maison, leur expliquer les dangers. Parce qu'en règle générale, qu'est-ce qui se passe? Le danger arrive, l'accident arrive et on est devant une nounou qui est vraiment désolée, qui disait « Ah, je ne savais pas ». Donc, il faut anticiper et leur expliquer les dangers pour limiter les accidents domestiques.
D'accord. Elle supplée, elle ne remplace pas. Tout à l'heure, dans l'élément, on parlait de dualité émotionnelle vis-à-vis des enfants. Alors, comment faire la part des choses pour pas que l'enfant soit amené à appeler, par exemple, maman, la nounou? Mais écoutez, Marcella a donné un exemple tout à l'heure où les parents ne voient même pas leurs enfants. Mais il faudrait qu'ils s'arrangent pour que leur présence soit marquée dans la journée. Maintenant, nous avons beaucoup de moyens de communication. Donc, quand on ne peut pas voir l'enfant le matin, passer l'embrasser, ça a un impact affectif sur l'enfant parce que dans son demi-sommeil, il sentira qu'il a eu un bisou sur la joue. Et dans la journée, autant que faire se peut, appeler les enfants. On a des possibilités de les appeler, de les voir, appeler les enfants avec, bien sûr, la collaboration des adultes qui s'en occupent pendant que nous ne sommes pas là. Si l'enfant est à l'école, par exemple, que le parent est très occupé, il peut approcher le maître ou la maîtresse et lui expliquer que, étant donné que je ne vois pas mon enfant le matin, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'à la récréation, vous puissiez me permettre d'appeler sur votre téléphone pour ne pas que l'enfant passe toute la journée sans avoir de nouvelles de sa famille. Donc, quel est l'âge, excusez-moi, quel est l'âge de recrutement des nounous? Parce que ça, c'est très important. Oui. Bien, écoutez, légalement, c'est l'âge de la majorité. Mais il y a beaucoup de foyers où les nounous ont 13, 14 et 15 ans. Ce n'est pas réglementaire. Donc, l'âge auquel la nounou peut travailler, c'est l'âge de la majorité dans notre pays. Alors, comment est régi le secteur même des employés C'est de l'informel, c'est tout à fait de l'informel, puisqu'une jeune fille passe, elle voit une pancarte, placement de nounou, de chauffeur. Elle s'adresse au gérant qui, la plupart du temps, n'a aucune notion de management. Et il inscrit la jeune fille. Tout ce qui intéresse les gérants, c'est d'avoir leur commission sur le salaire de la fille. Et là aussi, ce serait bien que les autorités regardent parce qu'il y a des soi-disant agences qui prennent des commissions allant de 1 à 3 mois sur le salaire de l'employé de maison. Donc, il y a des commissions dont les montants sont abusifs. Il y a autre chose, ils ne cherchent pas à se renseigner sur les compétences de ces jeunes filles-là, ni sur leur lieu d'habitation. Ils disent aux gens, il faut aller connaître la maison de la fille. C'est bien, mais moi, je travaille, mon patron ne sait pas où j'habite. Ça veut dire qu'il y a quand même un minimum à faire. S'il faut se déplacer pour aller à Niama ou à Yamoussoukro, voir d'où vient la nounou, c'est un peu compliqué. Donc, si ce secteur-là était assaini, on aurait accès à des personnes mieux préparées. Mais aussi, il faut y mettre les moyens. On ne va pas payer une nounou qui garde les enfants et qui fait la cuisine à 15 000 francs ou 12 000 francs, par exemple. Donc, il faudrait que nous revoyions aussi les intéressements, la rémunération des nounous, parce que la motivation principale de ces jeunes filles-là, c'est l'argent. Donc, elles viennent pas parce qu'elles aiment forcément ce travail, mais parce qu'elles sont dans le besoin, dans la précarité, et c'est un moyen de survie pour elles. Donc, quand on met les moyens derrière, en général, une fille peut venir sans vraiment aimer le métier, mais aimer la famille dans laquelle elle se retrouve, parce qu'elle s'y sent bien, elle s'y sent à sa place, pas de nounou, mais d'être humain. Il y a le SMIC, normalement, qui est de mise, hein, par normalement, rapport aux employés de une maison. Personne qui gagne 200 000 francs, qui doit donner 60 000 francs ou 30 000 francs à sa nounou, il lui reste combien pour ses charges? Donc, il y a une réalité aussi sur le terrain. On parle du SMIC, c'est pour ça que pour manager humainement ces personnes-là, l'idéal serait que les personnes de la famille puissent participer aux tâches de la maison. Il y a des tâches qu'on peut commettre, pour lesquelles on peut commettre les enfants. Ils ne vont pas aller jusqu'à demander à la nounou de les laver lorsqu'ils ont 10 ans. Donc, il y a des tâches dont on pourrait vraiment dispenser la nounou. Donc, il faut faire un peu le tri pour ne pas qu'elle soit débordée, pour qu'elle puisse se reposer et être vraiment opérationnelle. Donc, il faut qu'elle ait des heures de repos raisonnables, qu'elle ait des heures de lever aussi raisonnables. On ne peut pas demander à une personne qui travaille toute la journée de se réveiller aux aurores à 4 heures du matin pour qu'à 6 heures, la maison soit prête. Donc, il y a aussi des techniques. Par exemple, il y a des maisons où on fait la table du petit déjeuner avant d'aller se coucher. Comme ça, le matin au réveil, on a juste à chauffer l'eau ou le lait et puis c'est bon. Alors, Dr Tano, là, on est en train de parler maintenant des droits. On peut les détailler un peu plus, les droits des nounous au sein des familles. Ben, écoutez, les droits des nounous, les nounous ont un travail assez particulier dans la mesure où la plupart du temps,
elles intègrent la famille de leur employeur. Donc c'est un espace qui est quand même intime, familial. Et là-dessus, il y a beaucoup de malentendus dans la mesure où il y a des patronnes qui se disent, chez elles, par exemple, elle ne prend pas le petit déjeuner, donc je ne lui donne pas le petit déjeuner pour ne pas lui donner de mauvaises habitudes. Elle ou dort alors, dans la buanderie. Elle dort dans la buanderie ou dans le couloir parfois, ou dans le garage. Il y a des traitements vraiment inhumains. Et j'ai même lu sur Facebook une dame qui disait que, quel que soit le nombre de pièces dans sa maison, une nounou n'a pas droit à une chambre parce que chez elle, elle ne dort pas seule dans une chambre. Donc, il faut quand même rester humain et se dire qu'en face de moi, j'ai une personne humaine, pas un animal, et traiter la personne de façon humaine sur tous les plans. C'est vrai aussi que les personnes que nous embauchons n'ont pas la même aptitude pour manager les provisions. De plus en plus, les familles font des provisions du mois. Et ces personnes-là qui viennent des milieux précaires, quand elles voient les provisions, elles pensent que c'est pour tout finir le même jour. Donc, tant que la nourriture, tant que le placard à réserve n'est pas vide, elles gaspillent. Donc, il faut donner des règles. Dire, par exemple, expliquer que ce n'est pas parce qu'il y a 10 boîtes de sardines qu'il faut les utiliser toutes. Ce n'est pas parce qu'il y a 20 kilos de tomates qu'il faut tout utiliser. Pas de nourriture à la poubelle. Donc, quand on explique comme ça, c'est aussi un rôle d'éducation que nous assumons auprès de ces nounous-là. Il faut humaniser, je pense qu'il faut vraiment humaniser ces relations avec le personnel de maison parce que ce sont ces personnes-là qui sont là quand on n'est pas. On a vu des cas ici où vraiment des personnes, je ne veux pas parler de race ou bien d'ethnie ici, mais des personnes qui vraiment vont tout donner comme salaire à la nounou, mais vraiment la maltraiter. C'est pratiquement de l'esclavage. On se comprend. C'est un choix. C'est un choix parce que la plupart du temps, ces personnes qui donnent un bon salaire avec un mauvais traitement... Excusez-moi, elles mettent des gants, elles n'ont pas le droit de toucher... Des cache-nez même dans la maison. Elles ont un uniforme, des blousons. C'est limite camp de concentration. Oui, de décontamination. Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à ça, il y a des personnes qui y sont sensibles. Donc, il y a des jeunes filles qui vont dire, moi, c'est mon argent que je regarde. Donc, elles vont rester là, subir ce traitement-là, mais en général, elles ne restent pas longtemps parce que le côté humain, il faut se le dire, est capital dans les relations entre patrons et employés. Au passage, je fais un gros bisou à ma nounou Cécile. Oui, on fait un bisou à toutes les nounous. On va dire aussi les bonnes nounous parce que des fois, on tombe sur des phénomènes. Oui. Oui, comment on se comporte. C'est pour ça que j'ai parlé des motivations. Dis, madame dit 1, elle dit 3. Elles viennent briser les foyers. Écoutez, d'après... Nous aussi, top modèle. Oui, aussi, bon, oui, il faut le dire aussi. Quand on donne le conseil aux chiens, il faut donner le conseil à l'os. Donc, c'est vrai qu'il y a des patronnes qui se comportent mal, mais il y a des filles aussi qui n'ont pas reçu d'éducation. Donc, d'entrée de jeu, elles se disent, je vais dans un milieu huppé, il faut que je m'habille correctement. Et correctement, c'est quoi? C'est mettre un collant collé, un body plaqué. Donc, on lui explique tout de suite que non, ce n'est pas ça, être bien habillé. Ça peut s'aimer la zizanie. Tout à fait, mais c'est le cas. Donc, déjà, avoir une tenue décente qui ne va pas l'empêcher de bien travailler. Parce que si elle a un collant et un body plaqué qui l'empêche de mettre l'enfant au dos ou de porter, de faire son travail, de se baisser pour passer la serpillière, ce n'est pas confortable. Il faut lui imposer un uniforme ou écoutez, si on en a les moyens, mais surtout un dress code. Parce qu'il y a trop de nounous qui se promènent avec des petits pagnes, des bouts de pagne attachés. Et le pagne est retroussé jusqu'au-dessus du genou. Non seulement ce n'est pas joli à voir, mais ce n'est pas pratique parce que toutes les 2 minutes, on les voit en train de refaire le nœud du pagne. Donc déjà, il faut les sensibiliser. C'est un homme qui parle là. Oui, il faut les sensibiliser sur le danger. Un père de famille, ça peut créer un malentendu. Il faut les sensibiliser sur le danger qu'elle représente pour l'homme, pour les yeux chastes des hommes, mais aussi sur le côté pratique. En lui disant que ce n'est pas pratique parce que tu as les mains dans l'eau et que tu es tout en train de remonter le pagne, c'est mieux de mettre une jupe, une robe ou un pantalon. Et pourquoi pas lui offrir des vêtements décents? Parce que souvent, ce sont des filles qui font des achats elles-mêmes, elles achètent des choses qui ne sont pas de bon goût, mais elles n'ont appris ça nulle part. Donc, leur apprendre aussi à bien se mettre et les sensibiliser sur une bonne tenue. Des fois, quand vous parlez de vêtements décents, hein, c'est juste pour ironiser, des fois, les dames, on ne sait pas si elles ont peur, donc elles offrent des tenues, on va dire, pour le moins has-been, pour ne même pas que la fille ressemble à quelque chose dans la maison. Est-ce que ça aussi, c'est bien? C'est une stratégie
stratégie à la guerre comme à la guerre. Hein. Il y a des personnes qui font le recrutement sur des lits de faciès. Bon, celle-là, elle est assez Qui fait le recrutement dans c'est l'homme ou la femme? Est-ce que l'homme a son mot à dire? Monsieur, vous n'êtes pas dans la cuisine, c'est l'homme, c'est la dame. On a en 2018, on parle d'égalité. Sur ce terrain-là, il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un autre débat. Mais la fille que nous embauchons, c'est pour nous aider à piler le foutou. Non, mais il doit avoir son regard. Mais l'homme doit avoir son regard sur la personne. Alors, les critères selon vous, ce serait quoi? Un regard lointain, je pense. Un regard lointain. Parce qu'il ne va pas aller jusqu'à demander est-ce qu'elle a mangé. Il peut avoir des rapports cordiaux. Il peut avoir des rapports cordiaux de... Bien sûr. Bien sûr, mais sans pour autant devenir une amitié sincère et durable non plus. Non, mais non, tant que c'est pour le bien des enfants. Faut mettre la nounou en confiance. Mais si vous voulez évaluer le bien des enfants, Marco, il faut demander aux enfants. La mère je parle des gens, des garçons aussi. Globalement, quoi, oui. Oui, je parle de vous en global. Voilà. Donc, on peut voir le bien-être des enfants à travers leur comportement. Parce qu'il y a des nounous aussi. Moi, je vous dis, ma nounou actuelle, elle est avec moi depuis près de 8 ans. Et il y a eu un indicateur. J'étais en voyage, je pense au Canada, et mon dernier, il devait avoir 2 ans. Il m'a parlé au téléphone en chantonnant. Pour moi, c'était la première fois. Parce qu'en général, quand je suis en voyage, c'est « Maman, tu viens quand ?» Mais là, mon fils m'a dit « Bonjour, maman, comment tu vas ?» Il y a du nouveau à la maison. Oui. Il est gai, il était bien. Donc, ça m'a donné un aperçu de comment il se sentait. Donc l'enfant se sent bien, ça veut dire que forcément, à côté de lui, il y a un adulte qui contribue à son bien-être. Je prends le même exemple, par exemple, moi je suis en voyage, ou bien madame est en voyage, et moi je suis à la maison, madame m'appelle, et elle me demande, ça va, elle dit, oui, bonjour, oui chérie, je mange bien à la maison. La nounou qui est là s'occupe bien de moi, c'est la même chose aussi. Mais tout à fait, ça veut dire que madame a bien fait le casting. Mais il ne faudrait pas que monsieur se sente bien dans ce casting-là. Oui, c'est le souhait de toute personne, que le personnel de maison fasse que tout marche bien. Mais entre que tout marche bien et sortir de son cadre, il y a souvent le pas qui est franchi malheureusement. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Merci beaucoup. Ça passe vite cette saison-là. Le temps passe trop vite, mais c'est pas grave. Rebelote demain, toujours avec le même plaisir. Merci à toutes les équipes de l'édito, conduite par Joseph Andjou, et puis bien sûr pour Matin Bonheur, Anne-Zélie Kaeura, voilà, au fourré au moulin, et puis tout le monde. Merci à tout le monde. Passez une très bonne journée. Alix au pays des merveilles, Marco au pays du matin. À demain. À demain.